Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des envies. Je cherchais une formation qui assure vraiment l'avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication en partenariat de l'ISCOM et de WeAreCom. Envoyez vos questions au hashtag AskISCOM sur les réseaux sociaux. Alors, WeAreCom, on est un club. Alors aujourd'hui, on va voir les métiers des relations presse et de l'influence. Qui sommes-nous? Alors, WeAreCom, on est un club de communicants passionnés et on cherche à promouvoir la valeur ajoutée de notre métier. On est à la fois un média gratuit pour les communicants et un club privé pour les équipes d'annonceurs. Le média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés à notre newsletter et plus de 50 000 personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux. Quant au club, déployé en 2019, il a l'objectif de nous faire progresser entre pairs. Il y a déjà 18 équipes com qui nous ont rejoints, comme AXA, Sodexo, SNCF. Et chaque mois, on propose des ateliers sur les thématiques du moment, comme par exemple la com interne d'après la crise ou la sincérité perçue par les Français. Alors aujourd'hui, nous intervenons du côté annonceur, on reçoit Thomas Mallard, attaché de presse à l'UNESCO, et du côté agence, Antoine Dubuquois, consultant en stratégie digitale et social media dans l'agence Image 7. Bonjour Thomas et bonjour Antoine. Bonjour. Alors, la communication, c'est quoi? En un mot, l'information, c'est le message, tandis que la communication, c'est la relation beaucoup plus complexe. En fait, le communicant, c'est l'intermédiaire de ce message. Alors, il y a 4 objectifs communs à toute action de communication. Il faut se faire connaître et développer la notoriété de sa marque, la rendre attractive pour se faire aimer du public, ce qui ensuite va les pousser à agir, à passer à l'action, le plus souvent à acheter. Alors, les techniques de communication peuvent être médias, les plus traditionnels comme la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, la presse ou Internet, mais elle peut aussi être hors médias comme les relations presse, les relations publiques, l'influence, le marketing direct, le sponsoring ou les réseaux sociaux. Alors, il y a 2 services de communication. La communication externe, c'est alors qu'elle s'adresse à des gens qui sont hors de l'entreprise. Ça peut être les consommateurs, les prestataires, les investisseurs ou la presse. Souvent, c'est sous forme de publicité, d'événementiel ou de relations presse. Et la communication interne, c'est lorsque l'on s'adresse aux collaborateurs au sein d'une même entreprise afin d'informer et de fédérer toute l'entreprise. Alors, est-ce que la communication est faite pour vous? Alors, toujours 9 points clés pour être un bon communicant. Il faut être très créatif, très réactif aussi. Il faut savoir être polyvalent et toucher un peu à tout. Il faut avoir un esprit de stratégie, faire preuve de planification, avoir un excellent rédactionnel.
on écrit toujours, un bon relationnel, être toujours très curieux et savoir évoluer au sein de l'agence ou de l'annonceur. Alors, quelques phrases de dire comme Julie Palaisy, responsable des médias sociaux à influence relations publiques chez Volvo Car France, dit « N'oubliez jamais cette question essentielle. Pourquoi votre marque serait-elle présente sur tel ou tel réseau social ?» Quant à Antime Caprioli, responsable relations presse et relations publiques de Schneider Electric, il affirme « Dans ce monde ouvert, tout en interaction, le terme américain de public relations prend tout son sens. Il s'agit de connecter les parties prenantes entre elles. » Pour devenir DIRCOM, il faut de l'expertise en communication, savoir écrire et savoir parler. Cela paraît simpliste, mais c'est extrêmement important, selon Éric Lemaire, directeur de la communication d'AXA France. Et enfin, Xavier Rivoire, directeur de la communication de Decathlon, dit « Je vois mon rôle de DIRCOM comme le trait d'union entre l'enseigne, ses collaborateurs et l'externe, dont les médias, journalistes, blogueurs et influenceurs. » Alors, les relations presse et l'influence. Alors, les relations presse, c'est la communication établie entre un spécialiste des relations publiques et les médias. Il crée une relation de confiance afin d'assurer une très bonne transmission de l'information vers les différents relais. L'influence, c'est l'action qui consiste à susciter l'intérêt, promouvoir, convaincre ou inciter un public par le biais d'une personnalité. En influence, on s'appuie sur la notoriété et la communication d'individus particuliers qui ont une influence sur les différentes audiences. Alors, en relation presse et influence, 4 objectifs communs. Il faut se faire connaître et être visible là où les cibles sont, sur les médias, les réseaux sociaux, les émissions. Il faut développer l'image de marque, générer de l'intérêt et créer une préférence. Accompagner les temps forts lors d'événements, de lancement de produits ou autres opérations où justement les relations presse et les influenceurs sont très présents. Et enfin, perdurer, toujours nourrir ce lien de confiance avec des prises de parole. Alors, les jobs des relations presse et de l'influence. Alors, on rappelle, il y a l'agence et l'annonceur. L'annonceur, c'est toute entreprise, groupe, start-up, toute boîte, en fait, qui a un objectif de communiquer sur quelque chose. Donc, les communicants au sein de l'annonceur sont un service intégré qui répond aux besoins de son annonceur. Tandis que l'agence, c'est un prestataire externe qui va créer une équipe de communicants spéciale pour répondre à un besoin spécifique de l'annonceur. Alors, du côté de l'annonceur, on retrouve l'attaché de presse, le community manager, le chargé de relations publiques, l'assistant presse, encore le chargé de com digital. L'attachée de presse, ou Madame Porte-Parole, elle est garante du lien de confiance entre les médias et l'entreprise. Elle exerce beaucoup de veille afin de conseiller sur les stratégies. Il faut une forte connaissance des médias, être très diplomate et savoir gérer les imprévus. Le chargé de communication doit être très polyvalent. Il gère la communication online et offline, les relations publiques et il administre. Pour l'esprit d'équipe, une aisance relationnelle et du sens de l'écoute. Chargé de com digital, vers le numérique, il s'occupe de toute la ligne éditoriale, de tous les contenus digitaux et du suivi technique. Il doit maîtriser les outils numériques, maîtriser l'informatique et être très dynamique. Du côté agence, on retrouve entre autres le directeur de clientèle, le consultant RP, l'assistant de relations presse, le community manager, le directeur conseil ou le consultant digital. Le consultant RP, c'est Monsieur Média, il fait des recommandations stratégiques, il gère les outils et il est en relation constante avec les journalistes. Il lui faut de très bonnes qualités rédactionnelles, un très bon relationnel et une aisance orale, et beaucoup de compréhension et de force d'argumentation. Et enfin, le consultant digital, Madame Influence, elle réalise des audits, elle définit la stratégie digitale, elle met en place cette stratégie et mesure et analyse ses résultats. Donc, il lui faut beaucoup de capacités d'analyse, beaucoup de capacités rédactionnelles également, et savoir travailler en équipe. Le community manager, Monsieur Réseaux sociaux, il incarne l'entreprise sur tous les réseaux sociaux, il gère les communautés et les réputations. Donc, encore une fois, il faut une forte culture digitale, une capacité d'analyse hors pair et être très, très réactif. Et pour 2021, alors 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France, 37% des contrats liés au métier du marketing et de la com sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont toujours chef de projet digital, chargé d'acquisition et chargé de CRM. Et les jobs qui recrutent le plus de jeunes, c'est le chargé de web marketing, e-merchandiser et community manager.
28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations presse. Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est souvent le niveau d'études privilégié par les agences et annonceurs. Alors maintenant, on va laisser la parole aux professionnels. Envoyez toujours vos questions sur le hashtag AskISCOM. Alors, je vais laisser se présenter. Thomas, est-ce que vous voulez vous présenter Antoine, peut-être. Antoine, si vous voulez commencer par vous. Oui, je m'appelle donc Antoine Dubuquois. Je travaille actuellement chez Image7, donc je suis conseil en stratégie digitale. Donc je suis, voilà, comme sur la slide présentée, Madame Influence, Monsieur Influence. J'ai un parcours en régie publicitaire pendant une vingtaine d'années, et puis j'ai plongé dans le monde du digital. J'y suis venu par la gestion de l'e-réputation et le personal branding. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de communication de crise, beaucoup de gestion de crise sur les réseaux sociaux, un petit peu pour tout type de clients, que ce soit des boîtes du CAC 40 ou des startups, tous secteurs confondus. C'est vrai que d'un côté, on a développé le community management et la présence sur les réseaux sociaux, et de l'autre, on doit aussi faire très attention à toutes les conséquences en fait, de la présence et de l'exposition sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc, je m'appelle Thomas Mallard, je travaille en tant qu'attaché de presse à l'UNESCO depuis maintenant 7-8 mois. Je suis toujours étudiant. Je suis étudiant à l'ISCOM Paris, ici même. J'ai rejoint l'UNESCO il y a 8 mois pour participer à la transformation de toute l'activité de veille presse au sein de l'UNESCO. Donc, je travaille au sein de la direction de la communication et du service presse. Et je suis aujourd'hui attaché de presse, donc pour l'ensemble des secteurs de l'UNESCO. On en reparlera peut-être un peu plus. Mais en fin de compte, je pense qu'on va se retrouver sur certains points avec Antoine, parce qu'on travaille un peu, on est un peu l'agence au sein de la grande organisation qu'est l'UNESCO. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, première question. Pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la com ? Antoine, si vous voulez commencer. C'est un petit peu un pur hasard, en fait. Je suis venu à la communication. Moi, je viens de la publicité. C'est-à-dire que j'ai travaillé en régie publicitaire. J'étais vraiment côté publicité des marques, vente d'espaces publicitaires. Et puis, un jour, je dirais j'ai eu un attrait pour le digital et notamment toutes les problématiques d'usage des réseaux sociaux. Ce qui m'a amené, avec une associée, à monter notre propre agence en fait, de conseil en stratégie, ce qu'on appelait stratégie communautaire. On avait monté ça en 2010. On a commencé à initier les marques à la prise de parole sur les réseaux sociaux, au travers on faisait du community management, on faisait des premières stratégies de contenu, dans un monde qui était encore extrêmement bienveillant et, je dirais, assez peu contaminé par des crises réputationnelles. Et progressivement, je dirais que j'ai, quelque part, avec cette expérience, j'ai fait du freelance, et vraiment toujours dans en suivant l'évolution des réseaux sociaux, l'évolution des usages, ce qui m'a amené, en fait, à rejoindre, il y a 5 ans, l'agence Image7, donc qui est une agence d'influence, de communication corporate, qui était un peu à la croisée des chemins, qui avait envie de développer l'expertise digitale, en fait, puisque c'est une agence très généraliste, qui fait beaucoup de relations presse, relations publiques, de la communication financière, de la com de crise, et donc à laquelle j'ai apporté, avec une petite équipe, en fait, en transversal, une expertise justement digitale pour... aujourd'hui, il n'y a pas un client qui n'a pas un volet digital dans ses demandes de mission ou de prestations. D'accord. Thomas. À moi, donc ça s'est fait il y a pas si longtemps. J'ai commencé par la fac où je suis parti en licence de biologie et géologie. Donc, pas du tout le même domaine, mais je travaille depuis pas mal d'années dans le domaine de l'événementiel. Je travaille sur des événements équestres notamment. Et je me suis dit que la biologie, c'était pas forcément fait pour moi. Et j'ai décidé de partir en communication. Ça me paraissait être le monde où je pouvais découvrir le plus de choses qui étaient reliées à mes compétences, ou du moins ce que je savais le plus utile, que ce soit la prise de parole, que ce soit la connaissance de l'actualité, enfin du moins le suivi de l'actualité. Et aujourd'hui, donc à l'ISCOM,
je travaille beaucoup en parallèle, que ce soit dans le monde politique, que ce soit en agence. J'ai fait aussi de l'agence et plus sur du B2C. Et depuis maintenant 2 ans, je me dirige principalement vers la politique, le corporate, et cette fois-ci à l'UNESCO sur la communication de l'ensemble de l'organisation, qui est un travail assez passionnant. Et je pense que voilà, c'est plus question de la suite. Je pense rester réellement dans tout ce domaine diplomatique et politique à l'avenir, et notamment chez l'annonceur. D'accord, mais justement, il y a une question là sur les stages en institution. Comme l'UNESCO, est-ce qu'il faut avoir des compétences en histoire, géographie et géopolitique? Alors, pour les stages, il faut savoir qu'à l'UNESCO, les stages sont non rémunérés. Je pense qu'il faut quand même partir de là. C'est une très belle expérience d'être en tout cas en communication pure et dure au sein de l'UNESCO, parce que je pense qu'on en reviendra après, mais on alterne entre différents sujets tout au long de la journée, que ce soit de l'intelligence artificielle à l'égalité homme-femme, et ça peut être tout ça en une seule et même heure. Donc c'est assez intéressant. L'UNESCO est relativement accessible. Il faut quand même avoir un intérêt pour tout ce qui est diplomatique et un intérêt pour les sujets qui sont traités par l'UNESCO, qui ne sont pas anodins, mais je pense que l'UNESCO est assez intéressante pour se former. Et quand on a un intérêt réel pour la chose, pour l'engagement, et puis quand on a eu aussi des engagements associatifs, c'est assez intéressant, et je pense que c'est ce qu'il faut pour rentrer dans ce type d'institution. Et puis après aussi créer son réseau au travers de ces stages, de expériences professionnelles. Je vais remplacer la question suivante, peut-être pour les futurs étudiants qui écoutent. Vous pourriez expliquer la différence entre le B2B et le B2C? Oui. Alors le B2B, on va plutôt s'adresser aux entreprises. On travaille pour une entreprise, on va s'adresser aux entreprises, notamment les entreprises qui réalisent des services, qui proposent des services. Et B2C, on va vraiment se concentrer sur le consommateur. Et donc, quand j'étais en stage en agence de relations presse, je travaillais pour certains produits de grandes marques. Et donc, l'objectif était plutôt dans la presse et dans l'influence de parler du produit, et on s'adressait directement aux consommateurs et non pas aux entreprises. Et donc là, à l'UNESCO, on s'adresse, on ne parle même pas de produits et de services, entre guillemets, mais c'est plutôt valoriser le travail de l'ensemble des acteurs de l'UNESCO, les experts qui travaillent à la fois sur le terrain, dans tous les pays du monde, mais aussi à Paris, et donc valoriser le travail des uns et des autres, valoriser aussi auprès de nos États membres. On est régi, entre guillemets, par 193 États membres. Donc voilà, là, c'est une communication un peu spécifique, mais qui est quand même passionnante. D'accord. Alors, question suivante. À quoi ressemble une journée type? Si vous voulez vous lancer, Antoine. Oui. Je dirais qu'il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que on a une base de clients récurrents sur des grosses missions pour lesquelles on fait vraiment du conseil stratégique. Donc, il s'agit vraiment de déployer la stratégie. Par exemple, ça passe par la rédaction d'éléments de langage, la construction de tout le discours de marque, le discours d'entreprise, le discours d'un CEO ou d'un membre du COMEX. Alors ça, c'est le travail de fond. Et puis, il y a tout ce qui concerne tout ce qui est, je dirais, imprévu, et c'est encore plus accentué sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est crise ou potentiellement crise. On passe, pour ma partie donc digitale, on a des veilles sur les réseaux sociaux pour la plupart de nos clients. On détecte des signaux faibles et les clients nous alertent aussi en disant voilà, attention, on a l'impression qu'il y a un sujet qui est en train de monter, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc c'est à ce stade-là en fait qu'on va faire un travail d'analyse en équipe pour essayer de comprendre si c'est une crise, quelle est son ampleur. Et parfois, je passe beaucoup de temps à rassurer les clients sur le fait que c'est pas parce qu'il y a eu un tweet négatif ou un commentaire négatif ou quelques commentaires négatifs sur Instagram ou sur Facebook, voire même sur LinkedIn, ça arrive, que c'est forcément le déclencheur d'une crise de grande envergure. Donc c'est
c'est vraiment ça en fait qui rythme vraiment la journée. Et on peut, je dirais allez, une bonne crise en fait, normalement, si ça doit être une crise, ça doit vraiment démarrer le vendredi à 17h45, sinon c'est pas drôle. Est-ce qu'il est possible d'anticiper une crise? Alors, on peut détecter des signaux faibles. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'au travers de l'analyse des trending topics sur Twitter ou via d'autres outils qui permettent de détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour chaque client, on a en début de mission et au fil des missions, une identification des sujets qui fâchent, des sujets qui potentiellement peuvent générer une crise. Donc, dans le domaine du corporate, parce qu'on est vraiment sur le corporate, ça peut être des problèmes de fermeture de sites, de fermeture de boutiques, de plan social, voire une crise dans tel ou tel pays, une crise d'approvisionnement. Et à partir de là, où un ancien salarié licencié qui décide de poursuivre l'entreprise, ou tout à coup on voit passer une vague de commentaires négatifs dans les avis Google ou sur Indeed ou sur Glassdoor. Et à partir de là, ce qu'on va essayer déjà, de comprendre la mécanique, d'essayer d'identifier, de remonter jusqu'à la source, si c'est possible, sur les réseaux sociaux. Donc là, parfois c'est assez facile à trouver, parfois c'est plus complexe. Et puis à partir de là, essayer de voir, soit de préparer des éléments de discours pour tenter de reprendre la parole si jamais ça prend de l'ampleur, ou alors, de dire, objectivement, ça prend pas. Donc ça veut dire que quand on a détecté quelque chose, on va rester en veille, on va essayer de voir en fait si ça prend. Une crise sur Twitter, par exemple, tant qu'elle reste cantonnée à un petit cercle de quelques comptes qui ont finalement peu de followers, donc peu de suivi ou qui ne maîtrisent pas très bien les tactiques de montée en puissance, là que c'est gérable. À partir du moment où on voit arriver dans une conversation des parties prenantes qui ont des grosses audiences et qui ont là un potentiel de nuisance qui est plus important, évidemment, on se dit attention, là, à ce moment-là, si on voit arriver des journalistes, des activistes, des ONG, on peut dire, oula, attention, là, il peut y avoir un emballement. Donc c'est vraiment du réglage en fait en finesse et en quasi temps réel. Est-ce qu'il y a des indicateurs pour évaluer la réputation d'une entreprise? Alors, la première chose qu'on fait déjà, c'est de faire des analyses d'empreintes numériques. C'est-à-dire que sur une entreprise ou sur des membres de COMEX, c'est vraiment d'aller regarder déjà ce que les moteurs de recherche racontent. Et on trouve énormément d'informations extrêmement intéressantes sur l'image. On fait des notes d'image pour dire, voilà aujourd'hui, avant de mettre en place une stratégie, avant de prendre la parole, on va déjà écouter ce qui se raconte. Faire une vision un petit peu globale en fait de l'image d'une entreprise, de son image digitale, alors que ça soit aussi bien sur je mentionnais les sites genre Glassdoor ou Indeed, les réseaux sociaux, mais aussi Wikipédia, les articles de presse qui concernent cette entreprise et qui sont accessibles sur le web, comment ils sont référencés, et voir quelles sont les associations. Si, on va dire, tous les membres du COMEX d'une entreprise sont associés à des mots comme escroc, voleur, truand, etc., on va dire, oui, là, il y a quand même un problème. Donc, ça veut dire que derrière, on va mettre en place toute une stratégie de reconstruction, et après, se dire comment on va alimenter, on va créer des contenus, et là, c'est un travail aussi avec les relations presse, avec les relations publiques, pour arriver à déclencher des interviews, déclencher des rencontres, déclencher une production de contenu qui va venir nourrir Google. En fait, je pense on va résumer les moteurs de recherche à Google, qui a la plus grosse part de marché, pour entrer dans un processus vertueux on va nourrir l'empreinte numérique d'une marque, pour arriver à inverser la tendance ou du moins l'infléchir vers quelque chose de plus positif. Et est-ce qu'il est possible de créer un good buzz?
Ah, je dirais, créer un buzz, c'est, il y a, comment dire, un aléa. C'est-à-dire que lancer un buzz, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Alors, il est facile de créer un good buzz. Je sais pas, si vous mettez à promettre un tour du monde gratuit dans le cadre d'un concours ou un job de rêve où il n'y a pas grand-chose à faire et un salaire énorme dans un paysage fantastique au bout du monde, c'est vrai que là, ça va être très vertueux. Alors, ce qu'on constate, alors c'est peut-être un prisme déformant de la gestion de crise, c'est vrai que les bad buzz ont tendance quand même à être... les informations négatives ont plutôt tendance à se propager plus rapidement et de façon plus massive. Bon, je dirais que ça nous donne du travail. Donc c'est d'un point de vue d'une agence qui se spécialise dans la gestion de com de crise, c'est un bon business. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le négatif, quand même, sur les réseaux sociaux, a tendance à l'emporter sur le positif. D'accord. Et Thomas, alors, votre journée type? Alors, journée type. Alors, j'ai pas autant de crises, ça c'est certain. On a moins de choses qui nous arrivent sans être prévues. Enfin, du moins, on essaie à peu près tout prévoir. Et puis, je pense que l'UNESCO a moins tendance à être attaqué entre guillemets sur les réseaux sociaux ou autres, même si ça arrive de plus en plus. Et là-dessus, l'UNESCO a besoin et est en train de changer un peu sa manière de communiquer et de voir des choses par rapport aux réseaux sociaux et à la presse. Mes journées type, c'est le matin, passer à peu près 2 heures au moins à faire de la veille. Étant seul en charge de la veille presse à l'UNESCO, pour se faire un ordre d'idée, on a à peu près entre 1500 et 2000 mentions de l'UNESCO dans des articles en ligne chaque jour, ce qui fait beaucoup. Donc, ouais. Ben, on a entre guillemets un souci avec l'UNESCO, c'est que l'UNESCO est toujours associé au patrimoine mondial, et sachant que du patrimoine mondial, il y en a partout dans le monde et il y en a en masse. Chaque fois qu'un magazine fait un article sur la belle destination pour aller faire ses vacances, il mentionne l'UNESCO et le patrimoine mondial. Et donc ça, c'est pas forcément des articles intéressants pour nous. On a ce souci à l'UNESCO, c'est de cette notoriété, où on met grande notoriété sur le patrimoine mondial, sur la préservation du patrimoine, sur la préservation de la culture, mais on n'est malheureusement pas assez associé sur le reste de nos projets. Et dans notre nom, on a quand même les sciences et l'éducation. Et à l'intérieur de ça, on a énormément de projets magnifiques aussi et très intéressants, surtout pour le futur. Donc voilà, notre intérêt, c'est de cibler quels sont les médias influents et qu'est-ce qui nous intéresse à recevoir. Donc tous les matins, c'est regarder la presse française, mais surtout la presse du monde entier. Donc je fais la veille en français, anglais, espagnol. Malheureusement, on n'a pas les possibilités de faire une veille sur d'autres langues. Ensuite, je vais faire une revue de presse qui est envoyée à l'ensemble des cadres de la maison, la directrice générale et autres, pour voilà, une petite sélection de 5-6 articles qui à la fois font la promotion de notre travail en tant qu'attaché de presse, parce que plus la revue de presse est intéressante, bien, ça veut dire qu'on a à peu près bien fait notre boulot, et puis aussi de savoir sur quel sujet l'UNESCO est associé, et je fais aussi une veille sur les sujets de l'UNESCO, mais là où l'UNESCO n'est pas associé, pour que nous, on améliore notre travail en se disant pourquoi sur l'intelligence artificielle, sur ce très bon article du Monde sur l'intelligence artificielle, pourquoi nous, on n'y est pas associé alors qu'on travaille énormément sur ce sujet. Et donc ça nous permet aussi de nous améliorer. Et puis voilà, ça permet chaque jour de se faire une bonne idée de ce qui se dit dans la presse internationale. Et ensuite, le reste de la journée, ça va être travailler avec nos secteurs quand ils ont un besoin de sortir un communiqué de presse, par exemple, un avis aux médias. On publie près de 150 communiqués de presse par an, ce qui est beaucoup, et ils sont tous traduits dans les 6 langues officielles des Nations Unies. Donc, de français, anglais, espagnol, on travaille aussi en arabe, chinois et russe pour essayer de toucher le monde entier. Donc voilà, chaque communiqué de presse demande un processus assez long, que ce soit la création du communiqué de presse, l'édition. On a des personnes qui sont responsables de ça, des rédacteurs. Ensuite, la validation avec le cabinet, avec la directrice générale.
puis le retour chez nous, puis la traduction, puis l'envoi à des milliers de journalistes dans le monde entier. Donc ça, c'est le plus gros de mon travail. C'est voilà, un peu d'administratif, entre guillemets, sur le process des communiqués de presse. Et puis sinon, ça va être préparer des stratégies sur des sujets très importants, sur des programmes. Et l'autre partie de notre travail, surtout de répondre aux journalistes qui ont beaucoup de questions, qui ont de l'intérêt pour de nombreux sujets. Et donc, il faut qu'on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, avec l'ensemble de nos secteurs. Parce qu'en une journée, on peut avoir une question sur notre programme à Mossoul, comme une question sur l'impact du Covid sur l'éducation. Et donc, il va falloir aller chercher les bons porte-parole sur le sujet et ensuite organiser les interviews envoyées sur les plateaux. Donc voilà, on est de plus en plus dans du proactif. On essaie de proposer aux journalistes des choses, des interviews. Mais ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de monde, ce qui n'est pas énormément le cas. Mais donc voilà, c'est travailler avec de nombreuses personnes et sur de nombreux sujets surtout. Mais du coup, c'est un travail d'équipe surtout ou... Alors, c'est un travail d'équipe. Le service presse, en fait, on a une partie rédacteurs qui sont en charge, rédacteurs-traducteurs, qui sont en charge de la rédaction de l'ensemble des communiqués de presse. Chez d'autres annonceurs, les attachés de presse vont rédiger les communiqués de presse, vont faire vraiment tout le processus. Moi, je touche très peu aux communiqués de presse et je travaille avec une autre attachée de presse senior qui est et donc on travaille principalement à deux et avec plein d'autres personnes, mais donc on fait un peu le lien entre les spécialistes qui n'ont pas le discours presse, nos rédacteurs, le cabinet de la directrice générale et puis les journalistes où c'est nous qui sommes voilà vraiment le lien avec eux et donc on essaie de créer des liens et des relations avec eux, notamment sur le domaine culturel, sur certains projets. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais donc, on travaille en équipe, mais des équipes très réduites. Et puis, avec tous les membres de la direction de la communication, ça va passer de la publication sur les réseaux sociaux, ça va passer de la publication de rapports, sachant que l'UNESCO produit énormément de rapports d'experts. Ça va être sur les relations publiques, ça va être sur tous nos établissements. Et puis, on a plus d'une cinquantaine de bureaux hors siège, donc qui sont représentants auprès des pays. Donc, on en a en Inde, on en a en Amérique latine. Et donc, on travaille aussi beaucoup avec eux parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui nous remontent les belles histoires parce que nos programmes, c'est toujours intéressant de savoir quel est l'impact qu'ils ont sur le terrain. Et donc, ça, c'est aussi pouvoir les mettre en valeur dans la presse et pouvoir, et ça, c'est un peu l'objectif à la fin de tout un projet, c'est d'appeler un journaliste et de lui dire, voilà, on a ce projet qui est super intéressant, ça fait 2 ans que l'UNESCO travaille dessus, et on envoie les résultats, on a des gens pour parler de ces résultats, et ça, c'est quand même assez gratifiant. Et comment on parvient à créer un lien de confiance avec les journalistes? Je pense que c'est avec de l'honnêteté, beaucoup d'honnêteté. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, et quand on a quelque chose dans lequel on croit vraiment, et je pense qu'il y a vraiment ce côté passion, parce que depuis que je suis rentré à l'UNESCO, j'avais pas forcément un intérêt gigantesque pour ce qu'ils pouvaient faire, j'avais pas forcément une connaissance surtout sur ce qu'ils pouvaient faire, et depuis que j'y suis, depuis que je vois des choses qui sont accomplies là-bas, on a vraiment, enfin du moins je sais que quand j'appelle un journaliste, je sais ce que je lui raconte et je sais à quel point c'est important d'en parler. Enfin du moins j'aimerais qu'ils comprennent à quel point c'est important d'en parler. Et pour créer une bonne relation, ça va être aussi bien choisir le journaliste avec lequel on a envie de travailler. Le problème malheureusement de l'UNESCO, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de cibler quelques journalistes influents, et donc c'est là où je fais lien avec l'influence, nous, on n'y est pas encore, mais ça va être de trouver le journaliste qui va avoir un intérêt pour le sujet, donc ça va être beaucoup de veille, et ça, et parfois dans certaines entreprises, c'est un peu dommage, mais la veille, elle est cédée stagiaire ou autre, c'est mon cas, mais il y a quand même un réel intérêt de savoir qui parle de quoi. Et quand on contacte un journaliste et que ça l'intéresse, parce qu'on sait très bien que ça va l'intéresser et qu'il a déjà écrit sur le sujet, je pense que déjà
on se dit, bon, c'est chouette, sachant qu'un journaliste reçoit une quinzaine de communiqués de presse par jour, c'est toujours intéressant qu'on arrive à le toucher sur ses sujets de prédilection. Et quand on arrive vraiment à être, voilà, à être intéressant pour eux, et puis à faire ça rapidement et ne pas trop les embêter. Puis une fois qu'on arrive à capter leur attention, ensuite c'est vraiment un travail. Quand ils ont besoin de quelque chose, le but c'est de réagir le plus rapidement possible, de les accommoder, que ce soit pour les interviews, de leur trouver quelqu'un, de leur trouver des réponses le plus rapidement possible. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on crée une relation de confiance, en plus de cette honnêteté qui jusqu'ici m'a plutôt bien servi avec la plupart des journalistes avec qui j'ai travaillé. Dernière petite question, est-ce que c'est indispensable d'être bilingue en anglais? Alors, je parlais correctement anglais, parce que j'ai beaucoup de cours dans mes études en anglais. Je l'étais pas forcément, et puis quand j'ai été recruté, je me suis pas forcément dit que j'allais devoir parler anglais. Et puis en fin de compte, ma collègue est anglaise, donc j'ai pas eu le choix. J'ai énormément progressé grâce à ça, et ça c'est chouette. Donc oui, il y a un intérêt. Le français et l'anglais sont les langues officielles à l'UNESCO. Il y a quand même beaucoup de français, sachant que notre siège est à Paris, que la directrice générale est à Paris, que mon directeur de la communication est français aussi. Mais il y a quand même un intérêt parce qu'on a beaucoup de collègues qui sont sur des bureaux hors siège, qui sont un peu partout dans le monde. Et l'anglais, on a bien besoin de se retrouver autour. Donc oui, il faut pouvoir quand même parler le français et l'anglais, et surtout l'anglais. Et Antoine, est-ce que du côté agence, c'est indispensable aussi de parler anglais? Ouais, de plus en plus. En fait, on a de plus en plus de clients qui ont des ramifications internationales. Et par ailleurs, même au sein de certaines boîtes françaises, aujourd'hui, d'une certaine façon, à cause de la dimension internationale, à cause du fait qu'un certain nombre de membres des équipes sont anglophones, donc il y a aussi un besoin de parler anglais. D'accord. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier? Antoine, vous pouvez commencer. Je dirais que c'est la variété des situations. À la fois, j'ai eu la chance en fait, de mettre un pied dans la communication digitale. Et je dirais qu'aujourd'hui, la façon de travailler les réseaux sociaux, c'est pas la même qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut intégrer les nouveaux réseaux sociaux. Là, depuis quelques mois, par exemple, la problématique était OK, il y a Clubhouse qui vient de se lancer. Bon, certes, c'est sur un public de niche, mais comment l'intégrer à une stratégie de communication de façon à répondre aux attentes de nos clients qui sont toujours friands de nouveautés. C'est-à-dire que le client, il aime bien qu'on le surprenne. Il ne veut pas des stratégies plan-plan ou quelque chose. On fait toujours ça parce que ça a toujours marché. Non, aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de très expérimental. Et à la fois, on doit vraiment essayer de surprendre. Donc, comprendre par rapport aux différents publics qu'on a envie de toucher, où est-ce qu'on peut les toucher? Est-ce que ça va être aujourd'hui, est-ce que ça va être sur TikTok? Est-ce qu'à une époque, c'était que faire de Snapchat? Est-ce qu'il faut toujours aller sur Twitter? Par exemple, aujourd'hui, se pose la question pour certaines personnalités, ils ne sont pas sur Twitter. Est-ce que ça vaut le coup d'aller ouvrir un compte partant du principe que le climat sur Twitter est assez tendu? Donc c'est là, en fait, ce que j'apprécie finalement dans ce métier et dans ces missions, c'est justement que à la fois, bon, on travaille sur un panel de clients qui est très très large, donc ça nécessite, on travaille en équipe. Une spécificité de l'agence Image 7, c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on peut être, on va faire beaucoup de brainstorming, réfléchir en équipe avec différentes spécialités, différentes expertises pour arriver à trouver ce qui va correspondre le mieux à l'attente du client. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'il faut une grande agilité intellectuelle pour passer d'un sujet à l'autre dans la même journée, pour passer d'un sujet d'industrie à un sujet média, à un sujet comme crise sociétale, enfin des tas de choses comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de réflexions sur les sujets RSE. Donc, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça représente pour chacun de nos clients, sachant que chaque client a une problématique spécifique. Et nous sommes dans une logique, on va dire, de travail sur mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de
de stratégie standard qu'on déploie pour chaque pour un client, pour tous les clients. C'est vraiment du sur-mesure avec une équipe dédiée. D'accord. Il y a une petite question qui s'affiche. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre les relations publiques et les relations presse? Alors oui, la relation publique. Alors en plus de ça, il y a une évolution sémantique de relations publiques, puisque il y avait les relations publiques QUES, et maintenant c'est la relation publique CS à la fin. En fait, je crois que la différence entre relations publiques, enfin chargé de relations publiques et attaché de presse, on va dire il y a deux niveaux. Chargé de relations publiques, je pense qu'il y a une vision plus stratégique, essayer de construire la stratégie globale de relations avec les différents publics et par quels moyens on va les toucher. Alors que la partie relations presse, attaché de presse, c'est vraiment essayer de décrocher des papiers, des articles, des citations, une interview, en s'adressant directement à un public de journalistes. Donc vraiment, c'est un travail. Les deux sont totalement liés. C'est quelqu'un qui est chargé de relations publiques peut aussi faire être attaché de presse. Mais donc il y a vraiment, oui, je pense la dimension stratégique qui différencie les deux. D'accord, merci beaucoup. Et Thomas, alors le plus stimulant? Je suis assez d'accord, c'est plutôt la diversité de sujets sur lesquels je peux travailler en une journée. Rien qu'aujourd'hui, j'ai travaillé sur la Biennale de Venise d'architecture qui va prendre place dans quelques semaines. J'ai travaillé sur notre projet à Mossoul de reconstruction de la ville. J'ai travaillé aussi avec un journaliste sur un reportage sur un site de l'UNESCO en Suisse. Donc voilà, je passe mon temps à jongler entre guillemets entre différents sujets. C'est pas le cas de la plupart des gens à l'UNESCO quand les experts ou les responsables de programme travaillent sur leur sujet, leur programme. À la direction de la communication, en fin de compte, on survole un peu tous les sujets, sachant qu'il faut on puisse répondre à n'importe quel journaliste sur n'importe quel sujet. Donc il y a un peu le rôle aussi de porte-parole, enfin, par exemple, quand on pense au porte-parole du gouvernement qui est censé connaître tous ces sujets, on a un peu ce rôle-là, même si on ne prend pas la parole en public. Notre parole et notre action auprès des journalistes a quand même un impact. Donc je pense que c'est ce qui est le plus stimulant, où aucune journée ne se ressemble. Et ça, après, c'est plus personnel, mais j'aime beaucoup quand il y a des crises, qu'elles soient positives ou négatives. Je travaille mieux sous pression. Donc quand on a, comme aujourd'hui, une semaine que 3 jours dans une semaine, c'est toujours compliqué, mais c'est quand même assez appréciable. Et en fin de compte, c'est peut-être là où on est le plus performant, parce que les choses doivent être faites et on n'a pas le choix. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Et puis, l'UNESCO a peut-être eu, enfin, du moins, les organisations internationales ont toujours eu un peu cette protection, que ce soit sur la presse ou les réseaux sociaux, parce que c'était des organisations internationales, et en fin de compte, elles ne font pas grand-chose de mal, ce qui est le cas, du moins j'espère. Mais c'est vrai qu'avec cette crise Covid, l'OMS, ça a été quand même assez compliqué pour eux. Donc c'est un peu la légitimité des organisations internationales, des diplomates qui est remise un peu en question, et ça, c'est assez intéressant pour nous, parce qu'en fin de compte, à l'UNESCO, des petits sujets comme ça qui peuvent sortir, je ne vais peut-être pas remettre de l'huile sur le feu en parlant ici, mais du moins, nous, ça nous permet aussi de nous remettre en question quand on a des journalistes, des activistes, quand on a des personnes sur les réseaux sociaux et dans la presse qui interpellent l'UNESCO en disant, mais en fait, à quoi vous servez? Ça permet aussi, nous, de remettre notre stratégie à plat. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec des journaux très spécialisés qui disaient, mais en fin de compte, à quoi sert l'UNESCO? Et ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a quelques semaines, on a pu leur prouver, parce qu'en fait, tout n'est pas public à l'UNESCO, on communique pas sur tout, on communique sur beaucoup, mais en fait, l'UNESCO, à la base, travaille avec ses États membres, met en place des politiques, fait du lobbying, entre guillemets, pour certains sujets, que ce soit l'accès à l'éducation, que ce soit la protection du patrimoine culturel. Ils vont travailler avec les États membres, mais on ne va pas forcément communiquer là-dessus. Et là, récemment, on a eu 2 belles victoires, entre guillemets, sur Venise, les bateaux qui n'ont plus le droit
à partir de maintenant, de rentrer dans la lagune de Venise. Ça, c'est un travail de diplomatie que mène l'UNESCO depuis de nombreuses années. Et là, on a pu dire et parler avec les journalistes en leur disant, mais voilà, ça se voyait pas parce qu'on communique pas forcément là-dessus. Mais là, on voit l'intérêt de l'UNESCO, c'est qu'on a des experts qui travaillent au jour le jour avec les élus locaux, avec les États membres. Et ça, c'est assez intéressant et ça nous permet toujours de nous renouveler et de nous dire, bah voilà, on a cette possibilité. Et puis, en crise positive, entre guillemets, c'est quand une actualité, et ça, c'est aussi l'intérêt de la veille, quand une actualité nous intéresse, c'est trouver le moyen de réagir et d'exister au milieu de cette annonce. Ça a été le cas avec l'annonce de Biden sur les vaccins et son désir peut-être d'ouvrir le vaccin, ou du moins sur la science ouverte. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément et qui n'est pas facile à comprendre. Et donc là, on a pu réagir et sauter sur l'occasion. Et ça, c'est assez intéressant. Et ça, c'est aussi des mécanismes qui se mettent en place au fur et à mesure pour exister dans la presse. D'accord. Alors, question suivante. Quelle est la campagne ou la communication dont vous êtes le plus fier? Ou la crise? Thomas, okay. Donc en fait, c'était il y a quelques temps. Donc l'UNESCO a un très beau programme à Mossoul en Irak sur toute la reconstruction de la ville, que ce soit les lieux de culte. Donc on a plusieurs mosquées et églises qu'on est en train de reconstruire. Tout a été pratiquement détruit à Mossoul, et on recrée également le tissu culturel, le tissu musical, le tissu de vie en fin de compte au sein de Mossoul. Et grâce à différents États membres, à beaucoup de donateurs, on est en train de reconstruire cette ville. Et c'est un magnifique programme qui forme des Irakiens, des Mossoliotes, qui est très global, très divers. Et en février-mars, le pape s'est rendu en Irak. C'était son premier voyage depuis un petit moment, depuis le début de la crise du Covid. Et donc, on est allé chercher les journalistes en leur disant, voilà, le pape va se rendre à Mossoul. Et en fait, nous, on a un programme et on a plein de choses à raconter. Ça fait 2-3 ans qu'on travaille dessus, donc on a quand même des résultats à montrer. Et en fait, en une semaine, on a eu plus de 600 retombées presse en travaillant à 3-4 dessus. On a eu des interviews dans à peu près tous les grands médias français et internationaux. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la France. Et ça a été assez intéressant parce que tout le monde a travaillé dessus, que ce soit pour des interviews sur place. Et à l'arrivée, on avait, quand le pape a visité les ruines de Mossoul, on a des photos du pape avec des logos de l'UNESCO partout. Il s'est même reposé dans un de nos algécos, d'un de nos plans d'architecture. Et c'est assez drôle parce que voilà, c'est des projets où on bosse 24 heures sur 24 dessus pendant une semaine ou deux, si ce n'est plus. Et en fin de compte, à l'arrivée, on arrive à créer des belles relations avec les journalistes et avoir des choses très belles qui sont produites. Et surtout, c'est assez satisfaisant de se dire que voilà, on croit en ce projet, on aime ce projet depuis qu'une envie, c'est un jour d'aller en Irak. Et en fin de compte, on a réussi à intéresser les journalistes. C'était quand même très, très satisfaisant d'avoir autant de retombées en une semaine. Ok, bravo. Et Antoine, alors, la campagne de communication dont vous êtes le plus fier? Alors, c'est plus délicat parce qu'en fait, on a un mantra chez Image 7. En fait, la liste de nos clients est quasiment publique. En revanche, on ne détaille pas ce qu'on fait pour nos clients. C'est ce qu'ils vont chercher en fait chez nous, c'est-à-dire qu'à la fois la bonne communication, c'est celle dont les ficelles ne se voient pas. Donc oui, on a résolu des crises. On est présent sur pas mal de sujets, c'est-à-dire qu'à la fois on peut passer un jour sur un jour sur l'Olympique de Marseille, un jour sur ArcelorMittal, que quelques clients, mais il n'y a pas de campagne spécifique puisqu'on est plus sur des missions soit de long terme, soit des missions de très très court terme. Donc, je ne peux pas trop entrer dans le détail en fait. D'accord, peut-être que vous pourrez répondre à la question suivante. Quelles sont les grandes évolutions en relation presse et influence?
Alors, les grandes évolutions, c'est l'accélération du temps. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment très sensible avec les réseaux sociaux. C'est l'immédiateté en fait, des démarrages de crise, des démarrages d'informations. Le fait qu'on travaille avec les influenceurs, c'est aussi une approche, c'est très demandé par nos clients. Alors, là où on rencontre une communauté, on est sur du sujet corporate. Donc, c'est vrai que très souvent, les clients ont une image de l'influenceur, on va dire le youtubeur de mode, celui dont on parle, par exemple, quand on décrypte une demande client, on peut avoir le sentiment qu'il a envie de faire comme Macron, travailler avec Macron et Carlito, par exemple. Donc, le travail va être de lui expliquer. C'est un peu plus compliqué que ça. On va essayer de travailler de façon beaucoup plus fine. Donc, l'évolution, c'est à la fois la relation presse et la relation influenceur sont intimement liées. Puisqu'aujourd'hui, considérer que certains journalistes sont des influenceurs à part entière. Il suffit juste de considérer en fait, l'audience qu'ils ont sur les réseaux sociaux, leur propre audience, leur propre réseau d'influence. Et on sait même parfois certains sont plus faciles à toucher directement via leur compte Twitter que via leur portable. Donc c'est ça la grande influence. La grande évolution, c'est le digital est complètement intégré maintenant dans une stratégie de communication. Il n'y a pas le digital d'un côté, les relations presse, relations de l'autre. C'est un ensemble. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Thomas voulait rajouter quelque chose? Le temps rapidement. Juste en relation de presse, c'est aussi maintenant avec les nouveaux outils et puis tout le monde communique, ils sont quand même, ils reçoivent énormément de communication. Et donc l'intérêt, c'est d'éviter d'être lu au milieu de leur boîte mail, notamment. Donc c'est trouver un autre moyen de les contacter. Donc ça, je suis assez d'accord. Je contacte pas mal de journalistes sur Twitter. Et puis c'est aussi aller chercher sur certaines crises. On a parfois choisi un journaliste qui avait une grande influence sur un certain sujet. Et puis en fin de compte, le fait qu'il parle de notre annonce ou n'importe sur son compte Twitter permet d'être repris par d'autres médias un peu plus mineurs dans un pays. Là, c'était au niveau national sur un pays d'Amérique latine. Mais donc voilà, il y a un intérêt de bien choisir. Alors, parfois, on n'a pas la possibilité, mais voilà, je suis assez d'accord là-dessus. Et il faut savoir travailler. Nous, on travaille peu avec des influenceurs purs et durs comme on peut youtubeurs ou autres. Ça fait pas encore partie de la stratégie, c'est pas forcément notre but. Mais du moins, il faut considérer n'importe quel journaliste comme un influenceur. Et je vois même sur nos outils de relations presse, de veille presse, quand on cherche un journaliste, on a son compte Twitter qui est associé et ça nous permet de savoir sur quel sujet il tweet. Et moi, ça me sert beaucoup pour savoir voilà, qu'est-ce qui intéresse le journaliste et est-ce que je peux le contacter pour un sujet. D'accord. Alors, on passe à la 6e question. Je pense que ce sera la dernière. Avez-vous un conseil pour les futurs communicants qui vous écoutent? Antoine, si vous voulez commencer. Oui. Moi, je dirais qu'il faut être curieux. Comme disait Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Il y a ce côté, cette agilité intellectuelle, cette curiosité. Il faut vraiment essayer de s'intéresser à tous les sujets, avoir une bonne culture générale, être au courant de l'actualité, suivre un peu les tendances. Et rester vraiment, c'est un vrai job d'échange. C'est-à-dire que, je vois par exemple sur la partie réseaux sociaux, qui est le sujet sur lequel je travaille le plus, c'est rester vraiment au courant de tout ce qui se passe, toutes les évolutions, les tendances, ne serait-ce que pour soit être force de proposition pour le client, soit ne pas être piégé par le client qui a découvert un truc avant vous. Il n'y a rien de pire que le client qui va vous voir et dit « Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité de Twitter ou de LinkedIn ?» Et là, vous dites « je l'avais loupé, pardon, je ne suis pas au courant. » Là, c'est catastrophique. Donc, en fait, c'est ça.
c'est vraiment, ouais, c'est un job aussi ça va être très cliché de dire ça, mais c'est un vrai truc de passion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, une fois qu'on a mis le doigt dedans, il y a une excitation, résoudre une problématique de communication, comme une équation mathématique. Et de se dire que ce qui va être important, c'est à la fois la satisfaction du client, sa fidélisation, et le fait que la fin du contrat, il re-signe pour une nouvelle mission. D'accord. Et Thomas, alors, il y a une question qui parle aussi peut-être un conseil pour ceux qui allient vie professionnelle et vie étudiante, comment faire? Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt oser aller chercher les opportunités. J'évite de considérer que j'ai eu de la chance ou autre, c'est plutôt que je suis allé chercher les opportunités depuis que je suis rentré à l'ISCOM, que j'en ai envie, que j'aime ça. La barrière entre vie pro et vie étudiante, je fais des études très professionnalisantes, donc je suis toujours, entre guillemets, j'ai toujours un pied dans le monde professionnel, là d'autant plus. Je vais pas mentir, ça m'arrange qu'il y ait le Covid actuellement, parce qu'au moins comme ça, j'ai pas d'autres tentations, même si j'ai hâte que les bars réouvrent. Mais donc, c'est difficile, mais c'est un choix qui est payant, qui me plaît. Et je pense que c'est vraiment oser en communication, c'est ce qui plaît. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de personnages, de personnes en communication qui ont de grandes personnalités. Et puis l'honnêteté, je sais que ça m'a beaucoup servi. Parfois, ça ne plaît pas, mais en fin de compte, en étant honnête, je pense que ça peut peut-être pas marcher. Je pense que ça peut marcher et savoir dire aussi quand c'est chouette. Je pense que ça aide. En tout cas, ça m'a pas encore fait défaut et je pense que ça incite peut-être un peu plus le respect quand on se permet de dire je pense pas que ça va marcher plutôt que d'acquiescer à tout. Et voilà, d'oser, d'aller chercher des opportunités, de créer son réseau. Et le réseau, après, ça dépend dans quel domaine. Mais c'est vrai qu'en politique, corporate, ça a quand même un grand impact. Et puis de diversifier un peu les expériences. J'ai été en institution politique, en diplomatie aujourd'hui, en agence de relations presse pour des produits avant. Et je pense que ça permet aussi de savoir ce que l'on veut faire. Et maintenant, je suis assez clair, en tout cas dans ma tête. Pas facile non plus de gérer les deux en même temps, mais c'est d'autant plus stimulant. Et puis, je fais ce que j'aime avec passion et ça aide quand même pour s'en sortir là-dedans. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Thomas. J'espère que cela vous a plu. On va vous laisser parce qu'il est l'heure. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions directement à l'ISCOM ou hashtag. Ils vous répondront sur leur formation. Et puis, on vous souhaite un bon week-end prolongé pour ceux qui l'ont. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.